Bonjour et bienvenue sur le podcast Contraste. Ici, on parle de spiritualité et de conscience, entre visible et invisible. Tout ce qui sera partagé ici est le fruit d'un regard subjectif, de l'expérience et du questionnement ouvert. Il y aura parfois des sujets nuancés et parfois moins. Je vous laisse libre de cette écoute et de vos propres questionnements. Le sujet du jour, j'ai décidé de l'appeler « Le combat de l'alignement ». Alors pour structurer cet épisode, je vais déjà vous parler du concept spirituel autour de l'alignement. L'alignement, c'est une forme de congruence parfaite entre l'esprit, le cœur et le corps, où l'esprit, l'âme et le corps, choisissez ce qui fait sens pour vous. Pour vulgariser le propos de l'alignement et de la congruence, c'est être en cohérence parfaite entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Passer ce concept spirituel, qui est une vraie forme de style de vie, eh bien j'ai envie de vous parler de la réalité de l'être humain, tel qu'il vit son alignement au quotidien. Aujourd'hui, majoritairement, le réflexe premier, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les intelligences artificielles, de lire des bouquins pour tenter de saisir le concept, pour pouvoir l'appliquer à sa propre vie. C'est humain, c'est logique, c'est normal. Quand on n'a pas eu un modèle d'alignement, on va le chercher à l'extérieur. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une façon de fonctionner. Aujourd'hui, si nous assistons à cet événement de la spiritualité sur les réseaux sociaux, sur les livres, etc., c'est qu'il y a un besoin. Je ne vais pas vous refaire la loi de l'offre et de la demande. En termes commerciaux, on sait bien d'où ça vient, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a une peur, il y a une projection, il y a une envie d'être, et je mets des guillemets, vous ne les voyez pas sur vos écrans, mais d'être la meilleure version de soi, c'est-à-dire la version la plus évoluée, la plus heureuse, la plus libre, la plus saine et la plus alignée. Malgré le fait que ce soit bien souvent un leurre pour s'éloigner de qui nous sommes vraiment aujourd'hui, je me suis posé plusieurs questions pour tenter d'étayer le sujet. Premièrement, et empiriquement, le désalignement est vécu comme une forme de vérité. Par exemple, avec des phrases « on a toujours fonctionné comme ça » ou « c'était mieux avant » ou encore « dans ma famille, ça a toujours été ainsi ». Et on ne se pose plus la question, on ne remet plus en cause ces événements à l'échelle de notre vie. Sauf que ce qui se passait il y a 100 ans était dans une autre forme de contexte, avec des événements différents, avec des populations différentes et des besoins nettement différents. Et tous les sujets peuvent y passer, que ce soit économique, social, sentimental, familial, culturel, travail, tout y passe. Alors l'humain, qui malgré tout est quand même intelligent, il sent bien qu'aujourd'hui, il y a un désalignement entre ce qui est proposé et ce qui est souhaité. Seulement, quand vous voyez des messages qui circulent tels que « le corps ne ment jamais », eh bien, je suis désolée d'avance, même si je ne le suis pas vraiment, le corps parfois peut mentir. Mais il ne ment pas à des fins mal intentionnées, il ment parce qu'il n'a appris à fonctionner que de cette façon-là. Et pour appuyer mon propos, je vous partage un livre qui a fait sens, un sens fou dans ma vie. Le livre s'appelle « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk. C'est un médecin qui, tout au long de sa carrière, a tenté de mettre en place des protocoles, à classifier, à comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle le TSPT, trouble du stress post-traumatique, ou SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Donc il a été au contact de vétérans, de personnes qui avaient subi des chocs traumatiques violents, des traumas d'ordre sexuel, incestueux, etc. Et tout ça appuyé par une cartographie du cerveau, une prise en charge neurologique et aussi corporelle, il a pu recouper des informations qu'aujourd'hui on ne démontre plus, ça fait partie du paysage de la psychologie et de la psychiatrie d'aujourd'hui. C'est que parfois, il y a une vraie forme de désalignement entre ce que le cerveau comprend de façon intelligible, intellectualisée, et ce que le corps ressent. Et c'est tellement complexe, pardonnez-moi d'avance, je ne pourrai pas rentrer dans le détail dans ce podcast. Je vous invite soit à lire le livre, soit à vous documenter à cet endroit auprès de professionnels. Et il me semblait primordial
d'aborder ce sujet d'un point de vue holistique. Le holisme, c'est une prise en compte globale de l'environnement du consultant. C'est-à-dire qu'on va aller poser des questions, faire comme une sorte d'anamnèse pour aller comprendre comment vit la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle vit aujourd'hui, quel est son environnement social, culturel, économique et tout ce qui s'ensuit. Je précise alors qu'il n'est nullement là l'idée de poser un quelconque diagnostic, ce qui est exclusivement réservé aux professionnels de santé, mais c'est d'arriver d'avoir un point de vue global sur une personne qui viendrait à consulter. Et même s'il y a sur le marché du travail de merveilleux professionnels, très compétents dans leur domaine, l'émotionnel, le corporel, la neuroscience, eh bien, je remarque parfois qu'on a du mal à faire le lien entre ces dimensions de l'être humain et qu'il nous appartient en tant que professionnels du milieu holistique de pouvoir nous documenter, nous renseigner auprès de professionnels, poser des questions en toute humilité, comprendre comment fonctionne, ne serait-ce que le corps humain, d'un point de vue des neurotransmetteurs, du système nerveux, de l'état réactionnel que l'on peut avoir face à une situation donnée, mais aussi comment fonctionnent les schémas répétitifs. La spiritualité dans tout ça, elle viendra plus tard, je vous rassure. Mais c'est d'avoir quand même une approche qui soit globale, pour éviter de passer à côté d'informations capitales pour l'être humain qui est en train de poser une problématique et qui a besoin d'aide, et de permettre aux professionnels, quels qu'ils soient, de pouvoir réorienter vers un collègue compétent en la matière pour pouvoir lui apporter soutien, aide, soins et tout ce qui s'ensuit. Alors je reviens rapidement sur les mots que j'ai prononcés précédemment, à savoir le corps peut mentir. Il n'est pas là question de débloquer une nouvelle obsession concernant un corps qui pourrait nous mentir et nous trahir. Il est plutôt question de remettre en perspective ce que cette phrase peut vouloir dire. À savoir qu'un corps peut mentir, eh bien ce n'est ni vraiment faux, ni vraiment vrai. Et je m'en explique tout de suite. Quand on vit un traumatisme, il y a une forme d'instantanéité dans l'émotionnel, dans le corps. Il y a une information qui va s'imprégner dans le corps, qui va rester active au présent. C'est le principe d'un traumatisme. De fait, est-ce qu'un accident de voiture nous empêche de remonter dans une voiture? Or, la voiture en elle-même n'est pas dangereuse, mais c'est le contexte dans lequel ça s'est passé qui, lui, va laisser une empreinte dans le corps et dans toutes les réactions que nous pouvons avoir par la suite. De ce fait, il est beaucoup plus simple et facile de mettre en perspective tous les schémas répétitifs que nous traversons au cours de notre vie. Comme par exemple dans un univers familial où il y aurait eu tromperie, trahison, humiliation et tout ce qui va bien, ne nous permettront pas forcément d'être en pleine sécurité à la rencontre d'un potentiel conjoint ou à l'idée même d'avoir un enfant, de l'élever, de le changer, de le voir grandir. Tout cela permet de faire remonter des informations dans le corps. Alors, le corps ne ment pas vraiment, il est juste, à ce moment-là, branché sur un canal qui, lui, a peut-être vécu un traumatisme. Et je ne dis pas non plus que c'est tout le temps le cas, mais quand on est naturellement curieux de tous ces sujets-là et qu'on ose franchir la porte du questionnement, écouter des témoignages, comprendre comment fonctionne la psyché de l'être humain à cet endroit, ainsi que les réactions corporelles, il m'a été donné d'écouter un témoignage d'une jeune femme qui venait d'accoucher. Tout se passait alors plus ou moins bien dans sa vie, autant que faire se peut dans une vie humaine. Et elle s'est mise à avoir ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, à savoir jeter son bébé dans les escaliers ou par la fenêtre, etc., alors même qu'elle a un amour infini pour son enfant. Et ça, c'est profondément tabou aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui n'osent jamais en parler, de peur d'être jugées, de peur d'être enfermées, médicamentées, et tout ce qui va bien. Là où c'est très difficile à comprendre, c'est que la personne qui s'imagine en train de jeter son enfant n'a pas forcément vécu ce type de traumatisme-là non plus. D'où tout l'enjeu de ne pas faire de raccourcis dangereux et d'aller pouvoir déposer auprès d'un professionnel de santé sur ces sujets-là afin d'en comprendre la racine. Et les croyances fonctionnent exactement de cette façon-là. Je vous donne un exemple plus léger.
Imaginons qu'un enfant soit en train de faire les courses avec ses parents et se retrouve dans une allée où papa ou maman n'est plus là. Plus de parents à l'horizon, panique à bord, l'enfant se met à pleurer et se retrouve complètement abandonné. Comme en général, on est des parents sympas, on se rend compte que l'enfant n'est plus à proximité. Donc on le retrouve, happy ending, on se prend dans les bras, tout va bien. Sauf que, à l'instant T, l'enfant a vécu un traumatisme d'abandon. Il a eu peur de ne plus revoir ses figures d'attachement, ses parents, voilà. Et donc, ce laps de temps a pu causer, ce n'est pas vrai pour tout le monde n'a pas la même réaction face à ce type d'événement, mais au moment où ça arrive, l'enfant peut tout à fait déclencher un stress d'avoir été abandonné, de ne plus trouver ses parents à proximité. Et à l'âge adulte, cela peut tout à fait s'installer comme étant la peur d'être seul, la peur d'être abandonné par d'autres personnes. Voilà, ce que je voulais vous partager là, c'est que le traumatisme de base n'est pas toujours exactement le même que celui qui viendra à naître une fois adulte. Et pour rebondir sur le sujet du corps qui lui peut mentir, eh bien à ce moment-là, il ne va pas vraiment mentir. Il va donner une information qui est précieuse pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc, dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'abandon quelque part à l'âge adulte. Il y a un moment de détresse où on se sent seul, mais le corps, lui, va se mettre à nouveau en état de réaction face à un traumatisme passé. Je vous rassure, il est tout à fait possible de prendre en charge ça en cabinet. Et là, je parle d'un cas léger, mais quand il s'agit de pensées intrusives ou de phobie d'impulsion de type sexuel, il est absolument urgent de consulter, ne serait-ce que pour 2 raisons. Pour que le thérapeute puisse poser un diagnostic efficace, et ça, il ne le fait pas tout seul, il a des outils pour le faire, et aussi faire de la psychoéducation, c'est-à-dire de pouvoir dire intelligiblement à la personne qui est en face qu'il se passe quelque chose qui est à la fois réel dans une autre dimension temporelle et à la fois réel dans le corps. C'est-à-dire que le corps ne ment pas vraiment et pour autant, dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il n'y a pas à proprement parler de nouvel événement traumatique qui est en train de se passer à l'heure où on parle. Donc, quelque part, c'est bien que pour tenter d'accéder à l'apaisement du corps pour être mieux dans son esprit, mieux dans son âme, etc., il faut prendre en compte la globalité de l'être humain, à savoir ce qui lui est arrivé, à savoir ce qu'il vit aujourd'hui et comment il veut prendre en charge tout ça. Alors on pourrait penser qu'on s'éloigne un peu du sujet de base, qui est celui du combat de l'alignement, mais pas tant que ça. Parce que ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est à la fois une forme d'espoir, mais aussi peut-être de clé de compréhension du fonctionnement de l'être humain, qui, évidemment, est éminemment spirituel. Et quand on a à cœur de ramener de la spiritualité dans la vie, mais aussi de rendre cette matérialité spirituelle, eh bien on ne peut pas passer autrement que par l'étape de l'alignement. À savoir, prendre en compte ce que le corps dit, ce que l'esprit dit et ce que l'âme ou le cœur a envie de partager. Eh bien le désalignement, ça ressemblerait à une recette dont il manque un ingrédient. Et l'alignement, ça ressemblerait à tout plein d'ingrédients avec une recette dont vous seul connaissez le goût. Et de ce fait, même si on a facilité à aller chercher les informations à l'extérieur, ce qui est le plus important, c'est de partir de sa propre expérience de vie, de son propre passé. Oui, certains ne sont pas du tout d'accord avec ça, qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le passé pour pouvoir être heureux aujourd'hui. Je crois que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je pense qu'on ne peut pas éternellement continuer à mettre la poussière sous le tapis, laisser le cadavre dans le placard et de fermer la boîte de Pandore et de l'enterrer très très profondément. Ce qui ne veut pas dire non plus de rentrer dans un circonstanciel curieux, malsain, de ne pas dévoiler tous les détails de sa vie et de rester dans ce mode traumatique, ce qui veut dire d'être accompagné, de pouvoir librement sortir les mots du cœur, les mots du corps auprès de quelqu'un qui pourra les accueillir
premièrement, mais aussi de soulager le corps de tout ce qui n'a pas pu être exprimé à ce moment-là et qui n'a peut-être pas pu avoir l'espace de dépôt, les bras réconfortants, l'écoute dont tout être humain a besoin. Ne serait-ce que d'être en lien est déjà une forme de thérapie bénéfique. Alors pour continuer sur ce sujet de l'alignement, j'aimerais quand même spécifier quelque chose. Je n'ai pas tendance non plus à penser que l'humain est un paquet de problèmes à résoudre. Mais c'est d'essayer aussi de ne pas tomber dans un déni malsain de tout va bien et tout va bien aller, la fameuse phrase du tout est juste que je ne peux plus entendre. J'en donnerai donc une nouvelle définition à ma sauce. J'aime beaucoup dire parfois que tout est chemin. Et quand je dis que tout est chemin, je parle bien sûr de l'expérience de l'incarnation terrestre. Et là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet de la spiritualité, à savoir le pourquoi du comment, trouver du sens à tout ça. Mais je pense qu'il me faudrait encore 3 heures de podcast pour discuter de ces sujets absolument passionnants qui constituent à la fois mon métier, ma vie privée et tout ce que j'adore aborder de manière générale. Et en cela, j'aime toujours raconter cette histoire qu'aujourd'hui beaucoup connaissent, qui est celle d'un jeune homme qui a été intégré dans un télécrochet qui s'appelle la Star Academy. Et je parle ici de Grégory Lemarchal, qui a vécu un combat pendant de longues années contre la mucoviscidose. Et on ne parlera pas ici de la douleur que les parents ont dû ressentir, malgré les diagnostics, malgré l'espérance de vie qu'ils savaient réduite de leur enfant. Mais concentrons-nous plutôt sur ce que tout ça a pu apporter par la suite. En d'autres termes, le chemin d'incarnation. Je me souviens de cette période parce que j'étais jeune à l'époque et qu'il était un petit peu plus âgé que moi et était mis sous les projecteurs avec ce qu'on appelait une voix d'ange, à taper des notes comme personne sur des grands classiques de la musique française. Et ce jeune a époustouflé toute une génération. Son décès ayant été un coup de tonnerre autant qu'une logique imparable dans le fil conducteur de la maladie qu'il vivait, quelques années plus tard, les parents, forts de leur douleur, forts de leur souffrance, ont créé quelque chose de merveilleux qui aujourd'hui s'appelle la Fondation Grégory Lemarchal. Fondation qui n'est plus à présenter dans son combat contre la mucoviscidose et au soutien pour les parents, pour les enfants atteints de cette maladie. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que oui, il y a des destins particulièrement troublants, tragiques, voire même traumatiques à certains égards, mais quand on se connecte à la puissance de ce qui en a émané, on ne peut que se dire que le chemin d'incarnation était plus ou moins un peu écrit comme ça. Et cette histoire me marque profondément parce que de voir un jeune aussi talentueux rentrer sous le feu des projecteurs et décéder quelque temps après, puis ensuite donner une force incommensurable à ses parents pour créer cette structure monstrueuse et tellement nécessaire aujourd'hui, je ne peux que croire en la divine incarnation et dans le respect de nos contrats d'âme, nos chemins d'âme et nos karmas personnels. Et bien évidemment, je n'ai pas assez de temps pour donner encore d'autres exemples inspirants de la vie incarnée sur Terre et des destins parfois brutaux, fatals, mais c'est profondément ce que je veux vous partager aujourd'hui. Des destins comme celui de Mandela, Rosa Parks et d'autres encore ont prouvé avec le temps et l'expérience que le chaos qu'ils ont vécu a servi à désaligner, à réajuster le mode de pensée, le mode de consommation, la vision du monde, pour enfin retrouver une période d'alignement et d'ajustement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle planétaire. Le pourquoi de la résurgence de ces guerres, le pourquoi de la lutte de pouvoir, de l'argent et de tout ce qui s'ensuit pour les apparences, la reconnaissance, la validation et tellement d'autres sujets encore à l'échelle de l'humanité. Alors, et pour terminer cet épisode, rappelons ce que c'est vraiment que l'alignement. Ce n'est pas un bout de papier sur lequel il faut prier pour la terre et prier pour le ciel. C'est une allégorie de se reconnecter à son corps, à son esprit, pour qu'il puisse à nouveau être en lien direct.
et ne pas laisser tout le pouvoir au cerveau et ne pas laisser tout le pouvoir au corps. Parce que nous ne pouvons plus, aujourd'hui, continuer notre vie incarnée en étant complètement dissociés de l'un ou de l'autre. Et le fait est que lorsque nous sommes confrontés à une situation délétère, quelque chose de néfaste pour nous, une sensation de désalignement, d'échec aussi, pourquoi pas, de chaos, tout cela fait partie du chemin d'incarnation. Et à mon sens, sur ce chemin, il y a deux options possibles. Soit de reconnaître ce qu'il est en train de se passer à l'échelle de nos vies humaines, soit à nouveau d'opter pour le déni et de continuer comme on a toujours fait avant. De fait, à continuer à mener une vie qui ne nous appartient pas vraiment, à continuer à porter le poids du passé sur nos épaules, dans nos corps, dans nos cœurs, à continuer à être loyaux envers des systèmes familiaux qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et en cela, j'ai trouvé le seul outil que je conserverais peut-être si je devais faire un choix un jour, ce serait l'outil des constellations familiales systémiques et chamaniques. J'ose le dire aussi. Je vous en parlerai probablement lors d'un autre épisode pour vous présenter la pratique, même si elle est de plus en plus démocratisée. Il y a une série notamment qui traite de ce sujet qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, qui est disponible sur Internet. Et il y a aussi tout un tas d'ouvrages disponibles pour comprendre comment fonctionne cette pratique. Je vous en parlerai plus profondément parce que ça fait partie des pratiques que je propose aujourd'hui. Et ce sont des lieux de dépôt, de décharge aussi parfois, de tous ces sujets qu'on ne contrôle pas vraiment, qu'on ne maîtrise pas, des sujets qui nous bloquent dans nos vies et qui ne nous permettent pas de pouvoir avancer en tout cas le plus sereinement possible. Mais l'idée, c'est de pouvoir déposer, se décharger et enfin comprendre qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Eh bien, je fais un rapide parallèle avec l'alignement. C'est exactement ça, à mon sens. C'est de pouvoir trouver à l'intérieur de nous-mêmes ce qui se passe au niveau du cerveau, de l'intelligence cérébrale, ce qu'il se passe au niveau du cœur, donc l'intelligence du cœur, et ce qu'il se passe au niveau de l'intelligence du corps, donc l'intelligence vitale. Et chercher des bouts de technique pour essayer d'aller mieux, ça n'est pas forcément toujours une bonne idée, parce que même si le corps parfois ment, eh bien finalement, il ne ment jamais vraiment. Il ne vient qu'à nous rappeler à une situation donnée, dans un espace-temps défini, qui aujourd'hui, avec une bonne prise en charge, n'aurait plus lieu d'être. Et pour rester dans le sujet de l'alignement, toujours, l'alignement spirituel, c'est beau sur le papier, mais s'il n'y a pas de substance, s'il n'y a pas de connexion avec la réalité matérielle, eh bien, encore une fois, ça reste très conceptuel, ça reste très éthéré, ça reste très mentalisé. Et j'ai une profonde pensée pour toutes ces femmes, notamment, qui sont venues me voir au début de mon activité professionnelle parce qu'elles cherchaient à reconquérir l'amour qui les ghostait, qui les laissait tomber, qui les abandonnait, mais dont elles n'arrivaient pas à se dépêtrer malgré tout. Eh bien, je veux leur transmettre un profond message d'espoir parce qu'il y a des portes de sortie. Il y a des moments où vous allez avoir des éclairs de lucidité, des moments où vous allez pouvoir comprendre ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur, ce qui fait que vous restez en attente de quelque chose qui ne viendra probablement jamais. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter à ce qui fut peut-être un temps une réalité dans votre histoire, et aussi de vous renseigner sur les phénomènes d'addiction. Parce que ce que j'ai appris, notamment dans le livre que je vous ai transmis, mais que j'avais déjà entendu autre part, c'est que ce n'est pas tant la drogue qui fait le drogué, c'est le manque qui fait le drogué. Et tout ça, mis en perspective, ça rebat pas mal les cartes du jeu. Ce serait même presque une fabuleuse image pour la phrase que j'aime beaucoup, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Eh bien, c'est peut-être une maladie sociétale finalement qu'on est en train de vivre à l'échelle planétaire. Cette idée du manque, cette idée d'amasser toujours plus pour combler quelque part un vide qui est insupportable à ressentir. Peut-être en ferai-je l'objet d'un nouvel épisode, passionnant, je n'en doute pas. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos écoutes, vos partages, vos commentaires, vos petites étoiles, vos pouces en l'air.
N'hésitez pas à me partager vos remarques, vos observations, vos critiques pour qu'elles puissent me permettre d'améliorer l'expérience sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.